Aujourd'hui, on va parler du soja, du coup. Sujet qui revient sur le tapis, apparemment, de manière cyclique, n'est-ce pas? Dans le salon de Suggestion React, on m'a mis un article, en fait, j'étais pas au courant, hein, j'étais absolument pas au courant, mais on m'a mis un article du Monde sur les aliments de soja, et apparemment, l'ANSES, du coup, a fait un papier là-dessus. On va évidemment consulter, et on va regarder, du coup, l'article du Monde. Alors, on sait évidemment pourquoi ça a été partagé sur mon Discord. Il est de notoriété publique que les VG, donc végétariens, vegan, consomment pas mal de soja, sous forme de tofu, sous forme de lait de soja, sous forme de... ça peut être de la protéine en poudre, par exemple. Moi, ne consommant pas de whey, je prends de l'isolat de protéines de soja. C'est le type de protéine en poudre que j'utilise, genre après mes entraînements. Yaourt de soja, enfin le soja est quand même assez présent dans l'alimentation végétale. Et du coup, c'est effectivement intéressant de savoir le type d'impact sur la santé que peut avoir du coup le soja. Donc les aliments à base de soja ne doivent pas être servis en restauration collective, recommande l'ANSES. Donc je rappelle que l'ANSES, donc c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, je crois, un truc comme ça. Je sais plus c'est pourquoi chaque lettre, mais c'est à peu près ça. L'agence sanitaire demande à l'industrie agroalimentaire à réduire la teneur d'isoflavones, des substances végétales proches des hormones féminines, aux effets potentiellement nocifs. Donc effectivement, l'ANSES, c'est un peu l'agence en France qui a l'autorité sur pas mal de choses concernant la nutrition, par exemple de forcer des marques à mettre des choses sur leur packaging, à changer des fois leur packaging, par exemple si une marque si un produit stipule que le fait d'en consommer, par exemple, aura une incidence sur la santé, par exemple, sur un pot de margarine, on peut voir teneur en oméga 3, machin truc, peut réduire les maladies cardiovasculaires ou je sais pas quoi. C'est l'ANSES qui décide si cette marque a le droit de mettre cette chose-là sur son packaging, par exemple. Et l'ANSES fait aussi pas mal de papiers sur plein de choses, donc sur tout ce qui est lié à la nutrition, donc les macronutriments, la consommation de nutriments, est-ce que les Français et les Françaises ont des carences, les quantités recommandées d'apport journalier de micronutriments, de macronutriments, etc. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont potentiellement dangereux pour la santé, etc. C'est l'ANSES qui vraiment s'occupe de tout ça en France. Et donc là, ils ont fait un truc sur le soja. On va lire l'article. Et comme vous me connaissez et que je suis quelqu'un d'extrêmement fact-based, on va dire, je me base toujours pas mal sur les données empiriques. Hein. On va checker quelques études, on va regarder un petit peu ce que dit vraiment réellement la science là-dessus, et sur le soja et sur ce qui est censé être potentiellement problématique vis-à-vis du soja. Et on m'a aussi partagé sur le Discord un article de l'ONAV, je crois, donc c'est l'organisation, je sais plus quoi, qui s'occupe de l'alimentation végétale en France, l'Observatoire, je crois. Et on va voir ce que eux disent également par rapport à ça. Donc les aliments à base de soja, desserts, yaourts, lait, steaks végétaux, tofu et surtout biscuits apéritifs contiennent trop d'isoflavones, des substances végétales proches des hormones féminines aux effets potentiellement nocifs sur la santé, alerte l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui recommande de ne pas en servir en restauration collective. Donc c'est pas qu'ils recommandent de ne pas en consommer tout court, c'est qu'ils disent faut pas en servir en restauration collective. Donc typiquement les écoles, etc. L'agence sanitaire invite aussi les acteurs de l'agroalimentaire à revoir les techniques de production et de transformation afin de réduire les teneurs en isoflavones de leurs produits. Effectivement, la façon dont le soja est préparé, la façon dont il peut être cuit, transformé, etc., ça a un impact effectivement sur la teneur en isoflavones qui du coup sont ce qu'on appelle des phytoestrogènes. En fait, les phytoestrogènes ressemblent donc aux estrogènes donc qu'on retrouve dans les produits animaux et qui sont des hormones en fait, des hormones qu'on retrouve chez tous les mammifères, qui sont semblables en termes de structure moléculaire et en termes de taille, mais dont les effets et dont les mécanismes sont différents. Donc phytoestrogène n'est pas égal estrogène. Hein. Les isoflavones sont des phytoestrogènes, des substances végétales proches des hormones féminines, oestrogènes, présentes dans les légumes secs, les légumes et principalement le soja. Ils peuvent interférer avec le fonctionnement hormonal physiologique et donc conduire à des effets indésirables pour le système reproducteur. Alors, on peut dire qu'en soi, oui, ça peut conduire à des effets. La question c'est, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que c'est pas le cas? C'est la question qu'on se pose. Le soja étant la principale source d'isoflavones, ça c'est vrai, l'ANSES recommande de ne pas servir d'aliments à base de soja en restauration collective pour éviter une surconsommation. Alors effectivement, tout ça est très vague. Parce que surconsommation, de quoi on parle, de quelle quantité on parle, de quelle quantité d'isoflavones on parle, de quel type de soja du coup on parle, parce qu'encore une fois, on a vu que, effectivement, c'est vrai, la façon dont il est préparé, transformé, modifie la quantité d'isoflavones contenues. Maintenant, ils disent il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur le soja en tant qu'aliment, mais plutôt les teneurs en isoflavones que les produits au soja contiennent actuellement. Et donc il dit quand même il faudrait lever le pied sur la consommation de ces produits. Et ça c'est pas du tout anecdotique comme phrase. Hein. Il faut lever le pied. Sous-entendu, les Français et les Françaises consommeraient trop de soja.
Et on sait qu'on parle pas des véganes. Les véganes végétariens en France ne représentent qu'à peine 1% de la population. Donc on n'est pas en train de dire après pour les véganes ou les végétariens ou quoi. On est en train de dire pour la population générale, la population lambda, il faudrait diminuer la consommation de soja. Donc l'ANSES a défini pour la première fois, grâce aux connaissances scientifiques disponibles, Press X to Doubt, des seuils toxicologiques en dessous desquels il n'y a quasi pas de risque pour la santé. Ce qu'on appelle les VTR, valeurs toxicologiques de référence. Ils sont de 0,02 mg par kg de poids de corps et par jour. Pour la population en général, donc pour vous les gens du chat, enfin à moins qu'il y ait des femmes enceintes dans le chat, ou des enfants prépubères, mais je doute, probablement pas. Sachant que 0,02 mg, c'est un chiffre qui est très faible, hein, je vous le dis. 0,02 mg, c'est vraiment faible, et on va voir après, parce que la consommation d'isoflavone, par exemple, dans les pays d'Asie, est bien supérieure à ça, vous allez voir. Donc, et actuellement, c'est vrai qu'elle est supérieure à ça. Mais 0,02 mg, non seulement le chiffre est extrêmement faible, mais en plus, l'étude sur laquelle il se base pour faire cette estimation, c'est, franchement, je vous le dis, du foutage de gueule. Vraiment, là, je comprends pas. Parce que j'ai été voir le rapport de l'ANSES quand même. Hein. Avant de faire ce stream, j'ai regardé un petit peu le rapport de l'ANSES. Je l'ai parcouru, un peu en diagonale. Et je vous avoue que j'étais un peu choqué par la méthodologie en fait. Donc voilà, les seuils. Elle a ensuite comparé ces valeurs au niveau d'exposition alimentaire de la population et constaté un risque de dépassement pour les consommateurs d'aliments à base de soja. Alors ces seuils sont ainsi dépassés par 76% des enfants de 3 à 5 ans. Alors effectivement, c'est souvent chez les enfants les plus jeunes qu'on va retrouver des consommations d'isoflavone les plus élevées. Pour la simple et bonne raison que les préparations infantiles à base de soja sont souvent des préparations dans lesquelles le taux d'isoflavone est très élevé par rapport, par exemple, au fait de manger du tofu, au fait de manger consommer du lait de soja, ou des aliments soja en général. Effectivement, les préparations infantiles ont un taux d'isoflavone beaucoup plus élevé, des concentrations plus élevées. Après, on a 47% des hommes âgés de 18 ans et des hommes âgés de 18 ans et des femmes âgées de 18 à 50 ans. Elle s'adresse aussi aux industriels de l'agroalimentaire. Si les teneurs en isoflavone dépendent de la variété de soja, des conditions de culture et du degré de maturité de la plante, il est possible de les réduire en utilisant certaines techniques agronomiques et procédés de fabrication. Bon, ça on s'en fout. L'ANSES va partager ses valeurs toxicologiques de référence avec ses homologues européens. Alors à mon avis, j'ai envie de leur dire bon chance parce que je pense que certains vont se foutre de la gueule de l'ANSES, hein. Je le pense, hein, je vous le dis. Son avis contribuera à la révision de l'arrêt relatif à la qualité nutritionnelle des repas en restauration scolaire. Le texte, en vigueur datant de 2011, doit être remis à jour. Ok, apparemment il s'agissait de répondre à 4 points pour le rapport. Hein. C'est quelle est la valeur toxicologique, donc la VTR, à long terme pour l'ingestion d'isoflavone, en tenant compte des différentes populations. Quels aliments courants riches en isoflavone et quelles quantités maximales peuvent être consommés pour ne pas dépasser la VTR, selon chaque catégorie de population? Y a-t-il des liens entre l'exposition des nourrissons aux isoflavones par les préparations à base de soja ou l'allaitement et leur santé à différents âges? Et quelles sont les recommandations pour la fréquence et les portions d'aliments à base de soja dans les repas collectifs pour différents groupes? Enfants en scolaire, enfants en crèche, adultes en entreprise et personnes âgées en EHPAD. Bon alors du coup, spoiler alerte, hein. Spoiler. Effectivement, à la suite d'une analyse toxicologique et l'extrapolation de données obtenues sur des rats. Alors, je pense qu'on va quand même vite faire parler de la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques. Hein. Je pense que là, c'est un peu obligatoire. Hein. Autre spoiler alerte. Les études sur les animaux non humains sont pas très hautes hein, sur la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques. Autrement dit, extrapoler des données obtenues sur des animaux non humains, par exemple des rats, ensuite sur des humains, en concluant, enfin en supposant, en émettant l'hypothèse que les effets seront identiques ou relativement similaires, tout ça c'est assez décrié dans le monde de l'épidémiologie, hein, clairement, ce genre de méthodologie. Et pourtant, c'est ce qu'a fait l'ANSES. Je rappelle que l'ANSES, normalement, c'est censé être des professionnels. Hein. L'ANSES, c'est les gens qui s'occupent de ça, en principe, sont des médecins, des nutritionnistes, potentiellement des gens de l'INSERM. Enfin voilà, c'est censé être des gens, c'est pas vous et moi, quoi. C'est pas des youtubeurs, c'est pas Vegan qui a participé à ça. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'on peut éventuellement s'attendre à ce que Vegan drop une vidéo sur ce sujet. À mon avis, c'est possible. On va voir. Mais ça m'étonnerait pas qu'il se saisisse de cette occasion qui est trop belle pour lui, de tacler un petit peu voilà, les vegans et le soja. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker un peu, on va directement aller checker le rapport. Ah salut Andy sur YouTube, parce que moi je t'avais pas vu, j'ai les yeux à chaque fois sur le chat de Twitch, et j'ai oublié de regarder le chat de YouTube. Le lait de vache, c'est pire au niveau des oestrogènes. Alors je sais pas ça dépend ce que tu appelles par pire, si tu veux dire que
il y a un impact sur la santé qui serait pire, pour, on va dire, pour une quantité similaire entre oestrogène et phytoestrogène. Est-ce que l'impact est pire? Je suis un peu agnostique là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait je suis pas sûr qu'il y ait des données très concluantes par rapport à ça. Il y a des données qui parlent de l'impact sur les impacts hormonal, on va dire, de la consommation de produits laitiers notamment. Mais je crois que c'est des données qui sont pas hyper solides. Genre, c'est plus des données mécanistiques ou des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de trucs très concluants et je suis pas du genre à taper de manière un peu inutile sur les produits animaux, tu vois. L'argument éthique étant pour moi suffisamment fort, j'ai pas besoin, tu vois, de mythos sur la nutrition ou d'en refaire des tonnes sur la nutrition. Vraiment pour, tu vois, pour enfoncer le clou. Mais du coup, on va regarder un petit peu des données, on va regarder un petit peu le rapport de l'ANSES. On aimerait bien savoir aussi, du coup, qu'est-ce qu'ils reprochent potentiellement, quels seraient potentiellement les risques, en fait. Donc là, on est sur le site de l'ANSES. Donc là, on a un truc un peu plus clair, donc directement sur le site de l'ANSES. Les isoflavones naturellement présentes dans certains végétaux peuvent avoir des effets nocifs sur la santé, en particulier sur le système reproducteur, si elles sont consommées en trop grande quantité. Donc ça voudrait dire quoi? Éventuellement un impact sur la production de spermatozoïdes, un impact sur la fertilité masculine, féminine, etc. Là, c'est vraiment de ça qu'on parle du coup. Donc là, c'est un peu plus clair. Donc là, c'est vraiment l'avis total, hein, le rapport complet de l'ANSES par rapport à ça. Donc est-ce qu'il y a une part des lobbies ou je sais pas quoi dedans? On sait que l'ANSES a été saisi pour ça, pas la Direction Générale de la Santé. J'ai aucune idée comment ça fonctionne cet organisme, je sais pas qui désigne genre le directeur ou je sais pas quoi la directrice. Et la Direction Générale de l'Alimentation. Pareil, je connais pas cette organisation. Donc je sais pas s'il y a des lobbies sont genre impliqués là-dedans, s'ils ont fait pression pour faire un truc sur le soja et notamment pour tacler le soja. Après, on n'est pas en train de dire là qu'il faut pas consommer de soja du tout. Hein. On est en train de dire qu'il faut réduire la consommation et potentiellement changer la manière dont le soja est préparé. On va essayer de se concentrer sur des trucs plus intéressants, pas trop techniques, mais je voudrais quand même que genre tout soit clair. On va vite faire regarder quand même la pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques pour que ce soit clair pour tout le monde, ce truc-là. Je crois qu'elle est quelque part sur mon Discord, je l'ai vu tout à l'heure. Bah, je crois dans le truc de soja du coup. Ouais. Ça c'est un exemple de pyramide de hiérarchie des preuves scientifiques. Donc en épidémiologie, donc on fait toutes sortes d'études, d'essais pour pour parvenir à des conclusions. Bref, peu importe le sujet, ça peut être sur la nutrition, mais ça peut être sur d'autres choses. Hein. Ça peut être sur des vaccins, ça peut être sur plein de trucs, des médicaments, etc. Et donc il y a ce qu'on appelle une pyramide qui répertorie en fait les différents types d'études selon la viabilité avec laquelle on peut tirer des conclusions. Donc selon la fiabilité qu'on va avoir ensuite quand on va par exemple sur un médicament mettre le médicament sur le marché, est-ce que les résultats sur la population du marché vont être les mêmes que ceux qu'on a eu par exemple sur les groupes qui ont été dans l'étude. Voilà. Dans le cas de nutrition, ça va être est-ce que si on trouve que tel aliment a tel impact sur la santé sur les groupes par exemple d'un essai contrôlé randomisé, est-ce que sur la population générale, est-ce que ça va avoir des effets similaires ou pas? Et donc on a plusieurs types d'études. Donc on a ce qu'on appelle donc là c'est en anglais mais je vais vous faire la traduction en français. Donc là c'est le pire du pire. C'est ce qu'on appelle les case reports, les opinion papers, les letters. Case reports en fait c'est des cas. C'est littéralement des études de cas. Par exemple, on a une personne qui apparemment aurait consommé du soja et aurait, je sais pas, développé par exemple une poitrine hyper volumineuse. Ça, c'est un truc qu'on a vu par rapport au soja du coup. Ça, c'est un cas, ça n'a aucune valeur sur le plan. Ça peut éventuellement être un truc qui peut allumer une étincelle et se dire, ok, peut-être qu'il y a un truc là à creuser, peut-être qu'on va faire une étude un peu sérieuse par rapport à ce sujet-là. Mais si on a une personne qui dit ça, ça n'a aucune valeur. Autre truc qui a aucune valeur, dire moi j'ai consommé un régime carnivore pendant un mois et je me sens beaucoup mieux. Ça n'a aucune valeur sur le plan de l'épidémiologie, ça n'a aucune valeur. Aucune conclusion à tirer de ça. Le deuxième type d'étude le plus claqué au sol, c'est les études justement sur les animaux et les études in vitro. Ok. Ça c'est vraiment le fond du fond. Ces deux-là, c'est vraiment le genre de truc le plus pété pour tirer des conclusions après viables. Après, on a les études transversales. Études transversales, en gros, c'est et les case control studies, en gros, c'est on a un instant T, on vérifie d'un paramètre sur une population, par exemple. Un instant T. Mais là, par contre, c'est sur des humains. Vraiment, là, c'est sur des humains. C'est pas in vitro, c'est pas sur des animaux non humains. C'est vraiment, on a des sujets, et à un instant T, on fait une évaluation avec une méthodologie d'épidémiologie. On a les études de cas contrôle, où on compare des cas à des contrôles, donc on a deux groupes. On a les études de cohorte. Là, les études de cohorte, c'est vraiment là, le haut de la pyramide, là, on commence vraiment à rentrer dans des trucs très sérieux et plutôt solides. Études de cohorte, c'est on suit des populations sur du très long terme, et souvent des grandes populations. Donc par exemple, une cohorte, ça peut être, on suit 20 000 personnes, et on les suit sur littéralement 20, 30, 40, 50 ans.
Alors évidemment, sur cette période-là, il y a des gens qui sortent de la cohorte, peut-être volontairement, peut-être parce qu'ils sont morts, peut-être parce ils répondent plus à certains des critères de la cohorte. Et il y a des personnes qui rentrent. Voilà, mais une cohorte, ça reste, voilà, c'est du très long terme. Et on étudie des paramètres de manière régulière sur du très long terme. Essai contrôlé, randomisé ou pas randomisé, c'est pas toujours randomisé. Là, c'est vraiment, on a 2 groupes, ou plus d'ailleurs, enfin on peut avoir plus de 2 groupes. On a différents groupes, on les suit, et tous les paramètres sont évalués de manière très précise. Alors là, c'est pas sur des périodes aussi longues, mais ça peut être en général sur 4 semaines, sur 8 semaines, sur 12 semaines, etc. Et après, les méta-analyses et les revues systématiques, ce sont des études qui, en fait, ce sont des papiers qui regroupent tout un tas d'études qui portent sur un même sujet. Revue systématique, c'est simplement une analyse de toutes les données sur un même sujet. Méta-analyse, ils font ce qu'ils appellent une meta-analytic summation, je crois, où en fait, tu as un calcul statistique qui est fait sur sur les résultats de toutes les études. Donc le méta-analyse, c'est vraiment, on va dire, le summum de la pyramide. Et là, effectivement, il y a un petit truc à côté pour dire, voilà, ce qui est pas des preuves scientifiques, c'est des vidéos YouTube, des anecdotes personnelles. Désolé, pas vegan. Instinct, quelqu'un que tu connais. J'ai entendu ça sur Facebook, sur Instagram, etc. Mon pote m'a dit, etc. Tout ça, c'est pas des preuves scientifiques. Donc maintenant qu'on a vu un peu ça, on peut aller voir. J'ai évidemment quelques données. Soja. Donc on a beaucoup d'études qui parlent du soja, qui étudient le soja depuis de longues années. Depuis plusieurs décennies. On a toutes sortes de choses, toutes sortes d'études qui étudient en fait différents paramètres. On a eu des études sur le soja par rapport au cancer de la prostate, par rapport à éventuellement ce qu'ils appellent des feminizing effects on men, ce qui souvent est une manière de dire que ça peut avoir des effets sur la morphologie, sur la physiologie, sur les hormones reproductives, sur les risques de maladie cardiovasculaire et toute cause de mortalité, cancer, etc. Sur la santé des os aussi. Le soja a été, et notamment les isoflavones du coup, ont été étudiés dans plein de contextes. Pas seulement par rapport à ce dont parle l'ANSES. La meilleure étude dont on dispose, je pense, à ce jour, sur la question de l'effet hormonal que pourrait avoir la consommation de soja, c'est une méta-analyse, qui est cette méta-analyse, qui date de 2021. Cette étude est très bien, je vais vous la mettre dans le chat aussi si jamais vous voulez la consulter. Hop. Donc là, on est sur une méta-analyse, donc comme vous l'avez compris, une méta-analyse, c'est vraiment une analyse d'énormément d'études qui portent tous sur le même sujet. Et alors après, la méthodologie peut changer des méta-analyses. Il y en a qui peuvent être plus ou moins fiables, notamment selon ce qu'on appelle l'hétérogénéité des études. C'est-à-dire que si les études portent tous à peu près sur des populations un peu similaires, avec des méthodologies similaires, et que toutes ont un degré de viabilité fiable, alors ça va faire une très bonne méta-analyse. Celle-ci en est une. La conclusion de la méta-analyse, ici, je peux vous le mettre je vous le dis par rapport à l'abstract, mais vous pourrez consulter si vous voulez, je vous ai mis le lien encore une fois dans le chat. Aucun effet significatif de la protéine de soja ou de l'isoflavone, de l'apport en protéine de soja ou isoflavone, n'a été repéré. Il faut savoir que dans cette méta-analyse, il est notamment fait question d'un apport en isoflavone je crois que c'était entre certaines études portaient sur un peu moins de 75 mg, certaines sur un peu plus de 75 mg. Sachant que l'ANSES, pour que vous compreniez bien, l'ANSES recommande de ne pas dépasser pour la population lambda 0,02 mg par kilogramme de poids de corps. Donc par exemple, moi je fais 80 kg, je vais faire un calcul, je suis une burne en maths évidemment. Ça donnerait 1,6. Par exemple, d'après l'ANSES, moi je devrais pas dépasser 1,6 mg par jour d'apport total d'isoflavone. Et dites-vous bien que, par exemple, comme c'est dit ici, c'est dit quelque part par ici, l'apport moyen d'isoflavone, par exemple, au Japon, où il y a beaucoup plus de soja qui est consommé, est entre 30 et 50 mg par jour. 30 et 50 mg par jour. Effectivement, aux États-Unis et en Europe, on est sur une consommation bien moindre, et on est sur un peu moins, on est à moins 3 mg. Et là, d'après l'ANSES, on ne devrait pas dépasser 1,6 mg. Donc que vous compreniez bien à quel point ce chiffre est bas par rapport à la consommation, par exemple, qu'on peut retrouver en Asie. Cette méta-analyse regroupe pas mal d'essais randomisés, d'essais contrôlés, au sein desquels la consommation d'isoflavone était bien supérieure à la recommandation de l'ANSES, et pour lesquels il n'y a jamais eu un seul effet significatif reporté d'impact du coup négatif sur les hormones, chez les mâles. La méta-analyse n'en trouve aucun, et pourtant, et encore une fois sur des consommations bien plus supérieures à ce que dit l'ANSES, et pourtant l'ANSES recommande 0,02 mg par kilogramme.
de poids de corps. La question, c'est comment est-ce que l'ANSES peut donner un chiffre aussi faible? Sur quelle étude ou sur quoi ils peuvent se baser, scientifiquement parlant, pour émettre un tel avis, en fait? On se dit que ça va quand même être quelque chose d'assez solide, au moins une méta-analyse ou vraiment un essai, genre randomisé, par exemple, qui permet d'avoir une conclusion, genre vraiment très fiable. Je crois que j'ai perdu j'ai trop de trucs d'ouvert. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça va être le dernier, du coup. C'est ça. L'étude sur laquelle se base... L'étude sur laquelle se base l'ANSES pour émettre son avis, enfin pour émettre son chiffre, donc la VTF, c'est plus haut du coup, la VTR pardon, pas la VTF. Dites-vous bien que l'ANSES s'est basé uniquement sur des études réalisées sur des animaux non humains, notamment des rats, enfin des rongeurs, pour émettre son avis en fait. L'ANSES ils ont été là, ils se sont dit attends, sur quelles données quel type de données on va se baser pour émettre la VTR, pour construire une VTR. Est-ce qu'on se baserait sur ces données-là? Non. Est-ce qu'on irait voir par ici? Non, quand même pas. Est-ce qu'on irait voir par là? Peut-être pas. Animal Trials, ça c'est bien. Ça me parle. Donc là, c'est l'ANSES. Hein. L'ANSES, ils se sont dit, Animal Trials, on va prendre ça et on va faire notre truc. Dinguerie, vraiment dinguerie. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Faut bien comprendre qu'une des raisons, par exemple, une des raisons pour lesquelles, en fait, les études sur les animaux non humains sont pas fiables, et certaines des preuves qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des choses qui ont été expérimentées sur les animaux non humains. Ça pouvait être des rats, ça pouvait être des primates, ça pouvait être des singes. On a eu des choses qui ont été expérimentées sur ces animaux, je parle même pas de l'aspect éthique, d'expérimenter sur les animaux, qui ont eu des effets en fait qui n'ont pas été concluants, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ça sur des humains, ça marche pas, ça marche mal, ou ça a des effets négatifs qu'on n'avait pas présupposés. Il y a des choses qui ne peuvent ne pas marcher sur les animaux, qui vont marcher sur les humains. C'est pour ça que pour plein de raisons différentes, et c'est pour ça qu'en fait ces études-là sont très 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 basses sur la pyramide de hiérarchie scientifique. Donc voilà, donc ils identifient un retard pubertaire chez le rat mâle, etc. Des choses sur les femelles rats. Je crois que j'ai vu quelque chose. Je crois qu'ils ont peut-être, ça c'est une hétéro, d'accord. Je me demande même s'ils n'ont pas cité des études in vitro aussi. Mais comme c'est absolument écrit noir sur blanc ici. C'est basé sur encore une fois des souris. Et donc pour la construction de la VTR, le choix de l'étude clé, donc l'étude clé, hein, ce sont des gavages de doses sur des rats gestantes de souches, machin. Et ensuite des ratons qui ont été exposés quotidiennement par gavage. Donc encore une fois, on passe sur le côté éthique, évidemment c'est atroce. Mais l'étude clé pour construire une VTR qui va concerner un rapport sur la consommation en France du soja, et notamment pour les nouveau-nés, les jeunes et dans les écoles, et la restauration collective, tout ça est basé sur une étude qui a été faite sur des rats. Le type d'étude le moins fiable empiriquement. C'est vraiment une dinguerie. Je vous avoue, quand j'ai vu ça tout à l'heure, en fait, j'ai bugué. J'ai littéralement bugué. Et donc, conclusion et recommandation basée sur cette étude sur des rats. Enfin, c'est une dinguerie. J'insiste là-dessus. Et ça me semble complètement invraisemblable. Et derrière, on a des méta-analyses. Alors, pour être tout à fait honnête, il me semble que dans la méta-analyse, les populations étudiées ne sont pas des populations de nouveau-nés. Pour être clair. Souvent, c'est des adultes, dont l'âge, on peut le voir hein, sur la méthodologie de la méta-analyse. Elle est ici. Je crois que ça va en gros de 20 à 60 ans, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi. Les durées, c'était de 12. Certains moins 12 semaines, certains plus 12 semaines. Donc c'est souvent la durée pour les essais contrôlés randomisés. Et encore une fois, les doses, c'était 75. Certaines inférieures à 75, certaines supérieures ou égales à 75 et certaines inférieures à 75. Sachant que c'est genre près de... C'est plus de 10 fois la dose que recommande l'ANSES. Ici, on a les âges, je crois, du coup, que par ici. Ouais, c'est ça, moyenne d'âge. Donc on a des populations jeunes de 20 ans, on a des populations de 30 ans, on a des populations de 60 ans. Mais c'est vrai que, en fait, ce qu'il faut comprendre, par contre, effectivement, il y a un truc à prendre en compte, c'est que le type d'étude, en fait, qui va porter sur notamment des bébés, et sur un impact potentiellement négatif qu'un aliment pourrait avoir, ou un composé chimique pourrait avoir sur un bébé, ça pose évidemment des problèmes d'éthique, et donc on peut pas vraiment faire d'études sur des bébés avec un groupe de bébés à qui on va exposer à quelque chose qui est potentiellement négatif. Ça, faut bien le prendre en compte aussi, c'est-à-dire qu'effectivement dans l'épidémiologie, il y a des limites liées à l'éthique, des pratiques d'éthique, et donc effectivement on peut pas exposer des groupes de bébés à des choses qui vont potentiellement avoir un impact négatif sur la santé. Du coup on va pas vraiment avoir d'études qui vont porter sur... voilà. Mais ceci dit, là, sur le plan de la méthodologie, ça reste quand même extrêmement discutable, et c'est un euphémisme. Ce qu'a fait l'ANSES, vraiment ça me trouve le cul. Et on n'a même pas parlé des effets bénéfiques du soja sur la santé, c'est-à-dire qu'il y a plein d'études qui considèrent que la consommation de soja a des effets genre bénéfiques sur la santé. Pas en rapport avec les hormones ou pas en rapport avec la fertilité ou quoi, mais en rapport avec d'autres choses. Par exemple, on a des études où le soja semble avoir un impact positif sur la santé osseuse. Méta-analyse
démontrant, enfin voilà, statuant que la consommation de soja a plutôt un effet bénéfique sur les risques de mortalité toute cause, notamment cardiovasculaire et cancer. On a des choses positives concernant le cancer de la prostate, encore une fois méta-analyse. On a des études, encore une fois méta-analyse, une autre que celle que j'ai déjà citée, qui montre qu'il n'y aurait pas d'impact significatif clinique sur les hormones reproductives. Enfin bref, globalement, toutes les données non seulement ne vont pas dans le sens de ce que considère l'ANSES, mais en plus de ça, le soja a des effets bénéfiques sur la santé généralement. Donc, et donc l'ANSES, voilà, s'est fait caca dessus, ils sont complètement chiés dessus. Tout ça, c'est vraiment un foutage de gueule. Et si quiconque pense que j'ai tort et que je me trompe et que l'ANSES a raison, quiconque pense ça, j'invite toute personne qui pense ça littéralement à venir en discuter avec moi sur mon Discord ou peu importe. Oui, sur mon Discord, ce serait plus simple. Voilà, si quelqu'un est en désaccord ou si vous connaissez quelqu'un qui est en désaccord et qui veut pas changer de position, qui est sûr de lui par rapport à l'ANSES, n'hésitez pas à l'envoyer sur mon Discord et j'en débattrai avec lui et on verra ça. Mais pour moi, c'est vraiment très stupide. Ouais, très stupide. Takara, la différence, c'est pour les enfants, c'est pas trop. Oui, c'est que sur certaines études, on a des études, donc du coup, je crois que c'est des études, du coup, c'est transversal, donc c'est des études qui vont jusqu'à un instant T. Donc il n'y a pas de mesure dans le temps, mais il y a une mesure, en fait, c'est rétrospectif. Donc une étude rétrospective où donc c'est pas extrêmement fort non plus sur sur le plan des conclusions à tirer. Mais ceci dit, du coup, il y avait pas mal, il y avait une comparaison, je crois que c'était entre deux groupes de femmes, certaines ayant été en fait nourries nouveau-nés avec des préparations à base de soja infantile, et d'autres non. Et en fait, il y a eu aucune incidence, il y a eu aucune différence en fait sur l'équilibre hormonal, sur la fertilité, etc. Donc on a quand même des études du coup rétrospectives qui comparent des groupes de personnes dont certains étaient des bébés ayant été nourris exclusivement avec des préparations de soja, voilà, infantile, et aucune différence. Donc aucune raison de penser que l'ANSES juste c'est pas littéralement vomi dessus quoi. Là vraiment c'est foutage de gueule. On a des données sur les enfants par rapport à la viande. Je peux te montrer ça à Takara, je dois avoir ça quelque part dans mon. Est-ce que j'ai ça sur mon log sec mais ça du coup ça va être des cohortes en général. Ça va être des cohortes. Donc ça va être des cohortes. Donc on suit des populations d'enfants du coup répartis par groupe. Certains végétaliens, certains pas végétaliens. Et du coup, on regarde effectivement comment ils grandissent, comment leur santé évolue, si tous les paramètres physiologiques sont bons, etc. Donc ça, on a, et je sais que j'en ai, faut juste que je les retrouve. Je crois que c'est celle-ci qui est pas mal. Ouais, donc on a celle-ci par exemple. Donc tu vois là par exemple, Takara, c'est une étude qui porte sur des enfants allemands. Ça s'appelle la Vichy Youth Study. Et donc c'est des enfants allemands répartis par différents groupes de régimes. Donc certains végétariens, certains véganes, certains consommant des produits animaux et des produits végés. Je crois qu'ils ont un tableau qui est pas mal à un endroit. Je vais le retrouver. Voilà. L'âge, et là du coup tu vois là la moyenne c'est 12 ans, 12 ans, 12 ans. Et donc ils ont été suivis sur 4 à 5 ans. Au fait, spoiler alerte, hein. Il n'y avait pas d'effet négatif pour les enfants véganes. Spoiler alerte. Désolé pour les anti-véganes qui me suivent. Je sais qu'ils sont nombreux, il et elle. Mais non, tout allait bien pour les enfants véganes et pour les enfants végétariens. Mais du coup, on se pose une question sur l'âge notamment. Donc c'était âgés de 6 à 18 ans, tu vois. Entre 2007 et 2019, donc on avait 401 enfants végétariens, véganes et omnivores, âgés de 6 à 18 ans. Voilà. Mais souvent, du coup, ça va être des. Oui, donc on a des études qui portent sur effectivement la consommation, enfin le régime alimentaire des enfants, mais souvent, ils ne font que consommer en fait des aliments, des suppléments aussi, mais on leur fait pas ingérer quelque chose dont on estime que potentiellement ça aura un effet négatif, même si évidemment de plus en plus de la même manière que par exemple un exemple très concret et très simple à comprendre, c'est dans le cas des cigarettes. La plupart des études qui portaient sur la cigarette pour démontrer qu'il y avait un effet négatif étaient des cohortes en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des groupes, on n'a pas demandé à des gens qui ne fumaient pas de fumer pour une étude par exemple. On a suivi des gens qui fumaient et on les a comparés à des gens qui fumaient pas. Parce que ça pose évidemment un problème éthique. Dans le cas où tu suspectes par exemple très très fortement par exemple la cigarette de causer le cancer, tu vas pas demander à des gens de fumer juste pour montrer que ça cause le cancer. Tu vas pas donner un cancer aux gens pour montrer que ça donne le cancer. Voilà. Ça c'est les problèmes d'éthique qu'on retrouve en épidémiologie du coup. L'étude sur les rats date. Alors ça c'est pas forcément un problème. La méthodologie d'une étude est plus importante, on va dire, que la date à laquelle l'étude a été conduite. Si tu as une étude avec une très bonne méthodologie qui a été faite en 2005, il n'y a aucune raison d'estimer, parce qu'on est en 2025, que l'étude n'est plus valable, tu vois. Ça c'est pas forcément un souci. Si la méthodologie est bonne et qu'il n'y a pas de choses qui ont changé significativement sur des paramètres importants de l'étude, il n'y a aucune raison de changer, tu vois. Enfin, d'en prendre une nouvelle. Mais pourquoi elle se base maintenant ? Après, l'ANSES, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ANSES, c'est un organisme, ce genre de travail qu'ils produisent,
C'est uniquement des travaux qui sont faits quand ils sont saisis en fait. Donc l'ANSES est saisi pour une mission et ils effectuent cette mission. Mais l'ANSES par eux-mêmes ne prennent pas l'initiative de faire un truc sur le soja, de faire un truc sur, j'en sais rien, sur la viande ou quoi, tu vois, ou que sais-je. Donc effectivement, oui, l'info n'est pas nouvelle. L'info n'est pas nouvelle et on est bien placé pour savoir, nous, dans le, j'ai envie de dire, dans le milieu vegan, que les débats sur le soja sont extrêmement vieux, extrêmement récurrents, que ça revient tout le temps. Et d'ailleurs, apparemment, ça revient encore en 2025. Dinguerie. Qui l'eût cru. Mais oui, effectivement, tout ça n'est pas nouveau. Et comme on l'a vu avec les études, encore une fois, hein, j'ai des études sur mes sources concernant le soja. J'ai jusqu'à 2001 déjà, on étudie les effets des phytoestrogènes sur les hormones reproductives de mâles, quoi. Enfin, des hommes. 2001, donc ça fait 24 ans déjà. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Hein. Et constamment, les études, encore une fois, démontrent que le soja n'a pas d'effet négatif, souvent bien le contraire. Et en 2025, pourtant, l'ANSES est capable de nous pondre cette merde, quoi. Donc, on a fait le tour, mais vous avez mon avis là-dessus.